Le bloc avec la présentation de Monica Moreno-Gabira. Tu peux changer ici là, ou avec la flèche. Si tu as besoin d'un pointeur laser, tu peux prendre ça et pointer sur l'écran. Bon, bonjour, je m'appelle Monica. Je vais vous présenter l'étude « La vulnérabilité de la yerba mate face au changement climatique, simulation de la sécheresse ». Bon, la yerba mate est une espèce native de la forêt subtropicale de l'Amérique du Sud. Dans la carte, vous pouvez voir l'Amérique du Sud, en noir au sud du Brésil, nord-est de l'Argentine, au Paraguay. C'est la région d'occurrence naturelle de la yerba mate. Elle a une importance majeure au niveau économique. Elle est le principal produit forestier du sud du Brésil. En 2021, la production au Brésil était de plus de 500 000 tonnes de feuilles de yerba mate. Elle a aussi une importance sociale. Avec les feuilles de yerba mate, on fait une boisson traditionnelle qui s'appelle chimarrão et aussi une autre boisson traditionnelle qui s'appelle tereré. Et on peut faire aussi de thé et d'autres produits alimentaires et cosmétiques. Elle est très riche en nutriments de propriétés chimiques. La yerba mate est la principale espèce de sous-bois de la forêt subtropicale de l'Amérique du Sud. Elle peut être produite par l'aménagement de forêts naturelles ou par de plantations monoculture. Les plantations de yerba mate sont très vulnérables à la sécheresse en Amérique du Sud. Je vous ai apporté quelques rapports pour montrer les inquiétudes que la sécheresse cause en Amérique du Sud. Depuis une décennie, nous avions déjà enregistré la réduction de la quantité de pluie dans sa région d'occurrence, mais depuis 2019, nous avons eu un phénomène qui s'appelle la Niña. Ça change la température de l'océan Pacifique et c'est à cause de la sécheresse en Amérique du Sud. Nous avons eu déjà 3 ans de sécheresse et nous aurons peut-être un 4e. Voilà, vu l'importance de la yerba mate, les problèmes que le changement climatique sont déjà en train de causer en Amérique du Sud, un partenariat avec professeur Miguel et d'autres professeurs de l'UQAT, nous avons approuvé 2 projets dans le cadre de partenariat Québec-Brésil du ministère des Relations internationales et francophonie. Et pour ça, je suis là en train de parler d'une espèce qui n'est pas du Canada. Donc, notre objectif était d'évaluer les réponses de clones de yerba mate face à la sécheresse, soit les principales conséquences du changement climatique attendu dans sa région d'occurrence. Notre hypothèse était que la sécheresse réduit la croissance de la yerba mate et que des différents génotypes répondent différemment à la sécheresse, que nous avons une variabilité génétique entre les génotypes de yerba mate utilisés dans des plantations commerciales au Brésil. Donc, nous avons soumis 4 clones de yerba mate à 4 niveaux de disponibilité d'eau. Nous avons utilisé 3 clones commerciales, le Yari Aupaba BRS 408. Ils ont été sélectionnés à cause de sa grande production de feuilles. Les clones SC40, il est encore en étude dans le programme d'amélioration génétique de la yerba mate. Et il a une grande production de composés biochimiques et aussi une grande production de feuilles. C'est pour ça que nous avons utilisé lui aussi pour avoir la plus grande variabilité possible dans notre expérience. Nous avons utilisé 4 capacités de rétention d'eau du sol pour mesurer l'humidité, donc soit 100, 80, 60 et 40% de la capacité de rétention d'eau du sol. Les plantes ont été maintenues en serre. Elles étaient plantées dans des pots de 3,8 litres avec du sol caractéristique de la région d'occurrence de la yerba mate. Tous les jours, nous avons mesuré l'humidité du sol pour voir si on avait besoin de mettre un peu plus d'eau ou c'était bon pour maintenir le traitement. Après 60 jours, nous avons mesuré l'hauteur, le diamètre, la biomasse aérienne, la biomasse de racines, les compostes phénoliques totales, les antioxydants, la simulation du carbone, la transpiration et l'efficacité d'utilisation d'eau. Bon, pour l'hauteur de plante, nous n'avons pas eu aucune différence entre
les différentes disponibilités d'eau pour toutes les clones évaluées. Pour le diamètre, nous n'avons pas eu de différence non plus. Mais pour la production de biomasse, nous avons eu beaucoup de différences. Pour la biomasse aérienne et aussi pour la biomasse racinaire. Les plantes qui avaient plus de disponibilité d'eau, elles ont accumulé beaucoup plus de biomasse. Et dans les photos, nous pouvons voir la différence. La première photo était une plante soumise à 40% de disponibilité d'eau. La deuxième plante était soumise à 100% de la capacité de rétention d'eau du sol. Et on peut voir la différence dans la quantité de feuilles. C'était la principale différence que nous avons observée. Aussi, les plantes avec beaucoup plus de disponibilité d'eau avaient de nouvelles feuilles, ces petites feuilles rouges qu'on peut voir dans la troisième photo. Et aussi, pour le système racinaire, nous avons observé des différences. Les plantes qui étaient soumises à 40% de la capacité de rétention d'eau du sol, on peut considérer qu'elles n'étaient même pas attachées au sol. Elles avaient la même taille, le même format quand on était planté. Pour le compost biochimique, on doit considérer une relation différente. Les composés phénoliques et les antioxydants sont le résultat du métabolisme secondaire de plantes. Ça veut dire que c'est une réponse de la plante à l'environnement. Dans nos cas, c'est les réponses au stress hydrique. Donc, les plantes qui avaient plus de stress hydrique ont produit beaucoup plus d'antioxydants et des composés phénoliques. Ça nous indique qu'il y a eu quelques changements au niveau du métabolisme de plantes. Et aussi, c'est intéressant de voir que les clones SC40 qui étaient sélectionnés dans les programmes d'amélioration génétique à cause de la grande production de composés biochimiques avaient beaucoup plus d'antioxydants que les autres clones, même quand il était soumis à 100% de la capacité de rétention d'eau du sol. Pour les évaluations physiologiques, comme c'était attendu, l'assimilation du carbone et la transpiration ont augmenté par rapport à la disponibilité d'eau. Et quand les plantes, elles ont beaucoup de disponibilité d'une ressource, elles ne se soucient pas d'économiser ces ressources, c'est naturel. Donc, elles avaient toujours ces stomates ouverts pour faire l'assimilation du carbone, mais en même temps, elles perdent l'eau par transpiration. Donc, l'efficacité d'utilisation d'eau était plus petite dans le traitement avec plus de disponibilité d'eau. C'est naturel, ces résultats. Et comme conclusion, nous avons observé que la yerba mate répond au déficit hydrique, principalement par réduisant la photosynthèse et l'accumulation du carbone. Et nous avons observé de petites variabilités génétiques entre les génotypes que nous avons utilisés ici, mais c'est encore une petite variation. Donc, ces différences doivent être prises en compte lors de la création de plantations, pour restaurer les zones de plantation commerciale aussi, et aussi pour guider le programme d'amélioration génétique brésilien de la yerba mate, pour qu'on prenne en compte des changements climatiques aussi, pour sélectionner le génotype qu'on va utiliser dans des plantations à l'avenir. Merci.